Les grandes stations de ski françaises, quand on y pense, deux images viennent souvent à l'esprit. D'un côté, des lieux un peu mythiques, synonymes de vacances, de neige, de grands espaces. Et de l'autre, des paysages parfois un peu défigurés par le béton, des vestiges d'une époque révolue. C'est justement cette double personnalité qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Alors justement, essayons de penser à une station qu'on connaît bien. Est-ce qu'on la voit comme un classique qui traverse le temps ou plutôt comme une relique de béton dont on sent bien que les infrastructures commencent à dater? C'est exactement cette tension qu'on va creuser ensemble. Bon, alors pour bien comprendre la situation actuelle, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut revenir à la genèse de tout ça, à l'époque où des stations comme Val Thorens ont été littéralement créées à partir de rien, avec une vision très très particulière du progrès. En fait, tout s'est enchaîné très vite. Juste après la guerre, il y a une vraie volonté politique, développer l'économie des montagnes. Puis, dans les années 60, c'est l'explosion du tourisme de masse. C'est là qu'arrive le fameux plan Neige, une sorte de grand projet national pour construire ces nouvelles cathédrales du ski. Et Val Thorens, c'est un peu le chef-d'œuvre de ce plan, construite très haut pour garantir la neige et pensée comme une pure machine à skier. Cette idée de l'époque, elle est parfaitement résumée ici. Le but, ce n'était pas de recréer un village de montagne traditionnel. Non, le but, c'était de créer une véritable usine à ski. La logique était purement fonctionnelle. On construit un environnement standardisé pour un touriste standardisé qui, pensait-on, n'avait qu'une seule envie, skier. Mais voilà le problème. Ce modèle, qui a été conçu pour les besoins des années 60, il est aujourd'hui face à d'immenses défis. Ce géant de béton, eh bien, il commence à se fissurer. Le truc, c'est que tous ces problèmes sont liés les uns aux autres. L'immobilier est vieux, il ne correspond plus aux attentes des gens. Et justement, ces attentes, elles ont changé. Les touristes ne veulent plus seulement skier. Mais la station, elle, a été pensée uniquement pour ça. Et pendant ce temps-là, la concurrence, notamment en Autriche, a développé des offres beaucoup plus modernes et diversifiées. Et ce chiffre, il est vraiment parlant. Un tiers des clients, c'est juste énorme. Ça prouve noir sur blanc que le modèle du tout-ski est à bout de souffle. Les gens viennent à la montagne pour vivre une expérience plus globale, pour se balader, se détendre, faire autre chose. Et ça nous amène à un autre symptôme du problème, un phénomène très connu, les lits froids. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des appartements qui appartiennent à des particuliers et qui restent vides presque toute la saison. Le propriétaire ne vient pas, mais il ne loue pas non plus. Le résultat, c'est des volets fermés, moins de vie dans la station et un énorme manque à gagner pour l'économie locale. Bon, face à tous ces défis, une solution semble assez évidente, il faut moderniser, il faut rénover. Et pour encourager ça, les pouvoirs publics ont justement mis en place un programme bien spécifique. Cet outil, c'est l'ORIL. Derrière ce nom un peu technique se cache la réponse officielle au problème des logements vieillissants et des fameux lits froids. L'idée, c'est de créer un cercle vertueux, on aide financièrement les propriétaires à rénover pour qu'ils améliorent la qualité de leurs biens et le remettent sur le marché de la location. Alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, c'est une sorte de deal, un donnant-donnant. L'État et les collectivités locales disent en gros aux propriétaires: rénovez votre appartement en respectant un certain standard de qualité, mettez-le en location pendant 9 ans et en échange, on vous donne une subvention pour vous aider à payer les travaux. Sur le papier, c'est simple. Sauf que dans la pratique, c'est bien plus compliqué. Alors oui, le RI permet d'améliorer la qualité, c'est vrai, mais les freins sont énormes. L'investissement de départ reste très lourd pour beaucoup de propriétaires. S'engager à louer pendant 9 ans, c'est une grosse contrainte et au final, le rythme des rénovations est très très lent. L'exemple de Tignes est assez parlant. 200 logements rénovés en 7 ans, c'est une goutte d'eau. Donc le programme aide, c'est sûr, mais ce n'est clairement pas la solution miracle. Et c'est là que notre analyse prend un virage. Si la solution la plus logique n'a que des résultats limités, c'est peut-être que le problème est ailleurs, qu'il est plus profond, plus invisible, une sorte de faille dans le système lui-même. Cette question, elle est absolument centrale. Elle nous force à prendre de la hauteur, à arrêter de regarder les appartements un par un et à s'interroger sur le fonctionnement de tout le territoire. Et la réponse à cette question, elle tient en une image que tout le monde connaît, le fameux millefeuille administratif français. Cette superposition de couches, des décisions, les communes, les intercommunalités, les syndicats, qui rend tout incroyablement complexe. Le point clé, c'est cette fragmentation. Qui est vraiment le pilote du tourisme sur un territoire donné? La commune? La communauté de communes? Un syndicat mixte? Souvent, la réponse c'est un peu tout le monde et personne en même temps. Il n'y a pas de bloc de compétences clair. Et cette dilution des responsabilités, ça empêche d'avoir une vision globale et de mener des projets cohérents. Chaque échelon défend son précaré et ça paralyse l'action collective. Alors pour bien mesurer à quel point ce système est un problème, on va faire un petit voyage juste de l'autre côté des Pyrénées.
Parce qu'en Espagne, et notamment dans la région d'Aragon, ils ont adopté un modèle radicalement différent. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, le millefeuille français complexe, où la coopération est souvent basée sur le volontariat. De l'autre, le système espagnol de la comarca, qui est simple et clair. En Aragon, c'est la région qui a dessiné des territoires logiques, les comarcas, et qui leur a transféré l'entière responsabilité du tourisme. En gros, le tourisme, c'est votre job. Vous avez la responsabilité de développer une stratégie pour l'ensemble de votre territoire. D'ailleurs, il suffit de regarder la carte pour comprendre. Il n'y a pas de superposition, pas de structure qui se chevauche dans tous les sens. Chaque zone est clairement définie. Et cette simplicité de l'organisation, c'est la clé de leur efficacité. Ça permet de ne plus penser en termes de querelles de clochers, mais bien en termes de destination touristique globale. Et le résultat, c'est que les comarcas peuvent lancer des grands projets qui bénéficient à toute une vallée. Par exemple, la rénovation du patrimoine, la création de chemins de randonnée, une promotion touristique commune, des choses qui seraient beaucoup plus compliquées à mettre en place dans le millefeuille français. On arrive donc à la conclusion de tout ça. Et ça nous ramène à la question fondamentale qui se pose pour l'avenir de nos montagnes. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Les murs vieillissants de Val Thorens, ce n'est qu'un symptôme. Le vrai problème est plus profond, il est invisible. C'est la complexité d'un système de gouvernance qui n'est tout simplement plus adapté aux défis d'aujourd'hui. On aura beau rénover tous les appartements qu'on veut, si l'organisation qui pilote le tout ne suit pas, le problème de fond restera. La question finale est donc immense et elle reste ouverte. Pour survivre et se réinventer, ces géants nés des 30 Glorieuses devront faire bien plus qu'un simple ravalement de façade. Ils devront avoir le courage de réformer leur organisation profonde, leur moteur. Et ça, c'est un défi d'une toute autre ampleur qu'une simple rénovation.